Bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Gaya's Daydream. Alors, chose promise, chose due, ceci est le hors-série horrifique comprenant les légendes urbaines exclusives concernant des lieux que vous pouvez à ce jour explorer et vérifier de vous-même la véracité des histoires. By the way, si vous le faites ou que vous l'aviez déjà fait, dites-le moi en commentaire, par courriel ou en DM sur mon Insta. Je suis vraiment super curieuse. Donc, aujourd'hui, nous allons découvrir les histoires terrifiantes entourant la prison de Kara au Maroc, le hammam de l'or en Tunisie et le mont Nyangani au Zimbabwe. Alors, installez-vous bien dans votre canapé, éteignez toutes les lumières, mettez vos écouteurs et suivez-moi du côté horrifique du continent africain. La prison de Kara à Meknès a été bâtie au début de la dynastie alaouite, sous le règne du sultan Moulay Ismail, soit vers la fin des années 1600, début 1700. Selon une légende, son nom, Kara, était celui d'un prisonnier portugais qui avait négocié sa liberté en contrepartie de la construction d'une prison qui pouvait enfermer jusqu'à 40 000 personnes. Chose qu'il a faite. Cette prison a été construite sous la ville de Meknès. Elle est constituée de couloirs interminables, sans porte ni barreaux. Un genre de labyrinthe gigantesque en catacombes avec de petites ouvertures éparpillées au plafond. Les prisonniers y étaient incarcérés à travers ces trous et la nourriture leur était jetée de la même manière. Ils dormaient à même le sol glacé et les plus chanceux avaient une peau de chèvre pour rendre leur sommeil un peu moins inconfortable. Ces prisonniers travaillaient sans relâche à la construction des piliers des édifices de l'époque. La légende dit qu'une seule porte existe pour sortir de la prison et que celui qui la trouve retrouve sa liberté. Mais personne, à ce jour, ne sait où se trouve cette porte. Il se dit aussi que cette prison, qui s'étend aujourd'hui entre la place Lédim et la place La Laouda, couvrait à cette époque des centaines de kilomètres de surface souterraine, jusqu'à atteindre Taza. Mais personne ne connaît l'étendue exacte de ce labyrinthe. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est immense. Mais ce n'est pas tout. Une malédiction entoure ce lieu lugubre. On dit que les âmes perdues et en colère des premiers prisonniers qui y sont morts erreraient encore dans ces couloirs interminables et que des djinns y ont aussi élu domicile. D'ailleurs, plusieurs personnes disent avoir entendu des voix, des chuchotements ou senti une présence en étant dans cet endroit. Ce qui a incité plusieurs explorateurs à s'engouffrer plus que nécessaire dans la prison et ils n'y sont jamais ressortis. Les derniers en date étaient une équipe de tournage française qui voulait faire un reportage sur la prison. Après cette disparition, le gouvernement a construit un mur condamnant une grande partie de la prison. Ces disparitions sont imputées aux djinns ou aux esprits vengeurs des bagnards. Mais le plus probable selon moi est que ces personnes se sont fait happer dans le labyrinthe sans fin et ont, comme les prisonniers d'antan, perdu le chemin vers la surface. Une partie de la prison de Kara reste explorable et aménagée pour les touristes. Et même dans cette partie tout aussi obscure, l'ambiance est lugubre et oppressante, et un sentiment d'insécurité peut vous submerger. D'ailleurs, sur les murs accessibles de la prison, on peut toujours voir des écritures et des gribouillis, témoignages des âmes perdues qui ont foulé son sol. À toutes les personnes originaires de ce beau pays, je vous en serais reconnaissante si vous nous donniez quelques légendes plus précises qui entourent cette prison et que je n'ai pas citées aujourd'hui. Et à toutes celles qui prévoient un voyage au Maroc, pensez-y. Ce hammam a été construit en plein centre-ville de Tunis, en Tunisie. Plus précisément, non loin du tombeau de Sidi Mehrez, un saint tunisien. D'ailleurs, ce hammam a officiellement le nom de hammam Sidi Mehrez. Comme tous les hammams traditionnels, il y avait des heures d'ouverture pour les hommes et d'autres pour les femmes. Et il y avait des zones à air chaud, moyen et froid. On dit qu'une femme et sa fille d'environ 15-17 ans, qui avaient de longs cheveux noirs, sont allées comme à leur habitude au hammam.
Elles étaient passées par les grandes étapes du bain, soit la chambre chaude, le gommage, et étaient à l'étape du shampoing et du rinçage final, qui se fait dans un genre de pièce individuelle, munie d'eau chaude et froide, d'un tabouret et d'une porte privative. Donc la femme et sa fille étaient toutes les deux dans cette pièce à se rincer quand une brèche dans le sol s'ouvre devant elles et les laisse voir ébahies des tonnes et des tonnes d'or, en pièces de monnaie et en bijoux. Ne pouvant pas rater une occasion pareille, la mère a fait descendre sa fille dans ce trou étincelant, lui a remis le pichet qu'elle utilisait pour remplir l'eau et lui a demandé de le remplir d'or et de le lui remettre. La fille s'est exécutée, mais la mère en voulait toujours plus. Elles étaient là, l'une remplissant le pichet et le remettant à sa mère, qui le vidait dans les seaux à côté d'elle et le rendait à sa fille pour un autre remplissage. Jusqu'au moment où la fille a commencé à se sentir étouffée et qu'elle dise à sa mère qu'elle commençait à avoir très chaud, qu'elle étouffait et qu'elle voudrait sortir car elle n'en pouvait plus. À cela, la mère lui remet encore le pichet et lui dit « Remplis-le une dernière fois et je t'aiderai à sortir ». La fille a pris le pichet et sous les yeux horrifiés de sa mère, le sol s'est renfermé, engloutissant sa fille au passage. De la jeune adolescente, il ne restait que la longueur de ses cheveux, comme enracinés dans le bitume, qui flottait dans l'eau sur le sol du hammam, là où se trouvait la brèche. Depuis, le hammam s'est vu attribuer le nom célèbre du hammam de l'or et a été interdit d'accès aux femmes parce que, dit-on, le djinn rouge qui hantait le hammam enlevait les femmes. Seuls les hommes peuvent y aller pour prendre leur bain, et ce jusqu'à aujourd'hui. Il est aussi dit que les cheveux de la fille flotteraient toujours sur le sol du hammam et que, à tous les jours, avant d'ouvrir au public, le propriétaire du hammam les coupe au ciseau et que tous les soirs, il repousse, témoignant de l'emplacement de la jeune fille qui s'est fait kidnapper par les djinns. Un autre appel aux Tunisiens ou aux hommes qui comptent visiter la Tunisie. Pourriez-vous vérifier la présence des cheveux pour nous ? Autant je suis prudente avec ces choses, mais j'aimerais bien vérifier de moi-même et avoir un témoignage vidéo sur la légende, qui sait, peut s'avérer réel finalement. Le mont Nyangani est le sommet le plus haut du Zimbabwe. Avec une altitude de 2592 mètres, c'est aussi l'un des sommets ultra proéminents d'Afrique. Il est situé dans l'est du Zimbabwe, au sud-est de la capitale Harare et au nord du Mutare, non loin de la frontière du Mozambique. Pour les locaux, les terres de cette montagne sont sacrées et toute personne voulant s'y aventurer doit avoir la bénédiction des esprits et suivre les recommandations et les interdictions des tribus locales, dont la tribu Maniika, au risque de disparaître sans laisser de traces, engloutis par la montagne. Les Maniika disent qu'il y aurait des esprits vindicatifs sur la montagne qui sont responsables des disparitions et que pour retrouver les disparus, il faut faire appel à l'aide des esprits ancestraux. Et la liste des personnes disparues au mont Nyangani est longue comme un bras. En 1981, deux jeunes adolescentes, filles d'un ex-fonctionnaire d'État du nom de Tikandapi Masaya, j'espère que j'ai pas écorché le nom, ont disparu dans cette montagne et n'ont jamais été retrouvées malgré des recherches massives et poussées. 5 ans après, un touriste de 8 ans, Robert Ackhurt, a lui aussi disparu dans des circonstances étranges sans laisser de traces. Un autre touriste asiatique de 31 ans a disparu lors d'une randonnée sur cette montagne avec 2 de ses amis. Ses amis ont capitulé et il a décidé de continuer tout seul. Depuis, personne ne l'a jamais revu. Cette montagne a une météo très changeante et le temps peut passer de clair ensoleillé à excessivement brumeux, nuageux et couvert de rosée en l'espace de quelques minutes. Un haut fonctionnaire gouvernemental a déclaré dans les années 80 qu'étant plus jeune, il s'était perdu dans le mont Nyangani et y a erré pendant 4 jours, mais quand il a été enfin retrouvé, les secours lui ont dit qu'il n'avait disparu que pendant quelques heures. Il a aussi ajouté qu'il n'avait pas eu faim, qu'il n'avait montré aucun signe de fatigue ou de déshydratation. Sa réapparition, quant à elle,
est particulièrement due à des rites sacrés accomplis par les chefs traditionnels des tribus qui servaient à apaiser les esprits de la montagne. Aussi, de nombreux soldats auraient été happés par cette montagne durant la guerre de la libération du Zimbabwe. Le mont Nyangani est tristement célèbre pour ses disparitions inexpliquées. Les locaux disent que lorsque vous rencontrez sur cette montagne un étrange serpent coloré, un pot d'argile brûlant sans feu ou une brique d'or, il est préférable de faire semblant de n'avoir rien vu et de passer votre chemin. D'ailleurs, Thomas Gifford, un étudiant britannique sceptique au mysticisme de cette montagne, en a fait les frais, mais il est aussi l'un des rares à en être sorti vivant pour le raconter. Thomas s'était rendu au Zimbabwe grâce à une bourse étudiante et s'est dit que quoi de mieux que d'escalader le mont Nyangani pour bâtir son self-esteem et se prouver qu'il est capable d'endurer des adversités physiques et mentales. Il n'a pas voulu passer le rite des tribus qui l'ont quand même mis en garde contre les dangers des esprits de la montagne et ce qu'il devait faire pour y échapper. Thomas raconte qu'après avoir atteint le sommet, aux alentours de 15 heures, un brouillard épais l'a complètement enveloppé et il n'était plus capable de voir au-delà de sa main tendue. Et pour rendre l'ambiance encore plus lugubre, il s'est mis à pleuvoir. Il s'est senti perdu et ne pouvait plus retrouver son chemin de retour. Alors, il a installé sa tente sur place et a passé une nuit de terreur sous une pluie battante. Pendant une dizaine d'heures, il s'est senti observé de tous les côtés. L'anxiété l'avait gagné et son cœur se comprimait. Il dit avoir été approché par différents serpents énormes qui venaient toujours en nombre, mais qu'il n'a jamais osé déranger. Différents animaux sont aussi venus rôder et il voyait des yeux brillants dans le noir qui le fixaient, mais il s'est efforcé de rester de marbre. Il sentait que sa force de caractère était mise à l'épreuve. De fatigue, il a fini par céder au sommeil et s'est réveillé le lendemain sous un ciel dégagé. Il s'est alors empressé de descendre la montagne aussi rapidement qu'il pouvait. Thomas dit que connaissant cette montagne, il regrette de ne pas avoir fait les rites sacrés avant d'y pénétrer et est très reconnaissant d'avoir gardé à l'esprit les conseils des tribus qui lui ont sûrement permis d'en sortir sain et sauf. Voilà, c'est en Afrique du Sud que notre tour des légendes se termine. Si la vidéo vous a plu, balancez-moi un petit like et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça me fera trop plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces histoires et si vous voulez avoir ce genre de format de temps en temps. Aussi, si vous connaissez des légendes locales ou des histoires creepy qui vous sont arrivées, venez me les raconter sur Insta ou par courriel. Les liens sont dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt les petits amoureux de l'horreur.